sûr et certain qu'il n'y aura pas un seul survivant. Si on se fait la guerre nucléaire en faisant simplement exploser entre le tiers et la moitié des armes déjà construites, qu'on a déjà, nucléaire, bombe H et bombe A, bombe thermonucléaire et bombe atomique, eh bien, on aura une succession de phénomènes, les morts violentes immédiates par choc, et puis après les morts par radioactivité, brûlures secondaires, puis les pluies acides, et puis une grande, un grand nuage de poussière qui interrompra en partie le rayonnement solaire. Les plantes ne pourront plus pousser parce qu'il n'y aura plus de photosynthèse. On se battra pour les dernières, les rares survivants dans les abris anti-atomiques se battront pour les dernières boîtes de conserve. Et puis après, même si il y en a quelques-uns qui arrivaient à sortir, eh bien, on aurait détruit la couche d'ozone qui nous protège contre les rayonnements venus de l'espace, les rayonnements ultraviolets du soleil très très dévastateurs. Et ces derniers-là mourraient de leur belle mort. Donc il n'y aurait pas de survivants. Donc le dernier humain, comme le dernier des Mohicans, il faut y penser. Si on arrive à exacerber notre agressivité naturelle envers nous-mêmes, envers notre espèce, à tel point qu'on utilise les armes absolues qu'on a forgées, qui sont les armes nucléaires. On a d'autres moyens de se faire disparaître avec la complicité de la planète qui va, même sans armes nucléaires, pouvoir un jour ou l'autre, si on continue justement à l'agresser, eh bien nous donner la grande claque qu'elle est capable de nous donner, comme nous on donne une claque sur le moustique qui vient nous piquer. Mais nous représentons combien de moustiques à nous tout seuls ? Par rapport à la Terre, un gros moustique. Vous avez des réactions, des réflexions du verbe réfléchir dans ce livre qui sont vraiment étonnantes. Je n'ai pas encore donné le nom de l'éditeur, c'est Artaud. L'humanité disparaîtra, bon débarras. Mais quel rapport entre l'homme et le moustique ? L'homme peut être considéré dans sa masse comparée à celle de la Terre, et dans le fait qu'il agace la Terre sans arrêt, à coups de marteau-piqueur, à coups de produits chimiques, à coups de bétonneuses, de tronçonneuses. Bon, il agace. Bon, tout à l'heure, on a parlé de la comparaison que j'ai faite avec le cancer, mais on peut faire une comparaison avec le moustique. Finalement, en proportion de la Terre, l'espèce humaine, c'est un moustique. Et la Terre peut très bien décider, en changeant, en effet, brutalement, de plus en plus brutalement son climat, en envoyant des légions de virus qui vont s'attaquer à l'humanité, la Terre peut très bien décider de nous donner une grande claque, à nous, espèce humaine, comme nous donnons une claque sur le moustique qui vient nous piquer. Elle donne quelques petites plaques. Vous voyez, plaques ou claques. Oui, le tsunami qui s'en souvient encore. Oui, mais c'était un... Oui, mais en même temps, c'est quand même des moments dramatiques, avec des centaines de milliers de morts, avec des dégâts gigantesques, les cyclones, Katrina à Nouvelle-Orléans, etc., la canicule en France. Bon, pour l'instant, ça se chiffre en milliers ou en dizaines ou en centaines de milliers de morts, mais on peut très bien imaginer, d'ailleurs, les spécialistes imaginent qu'avec des changements climatiques beaucoup plus dramatiques comme ceux qu'on se prépare, eh bien, à ce moment-là, les cyclones seraient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus puissants, avec une force bien plus grande, et puis nous donnerait alors là des claques majeures. Et si on combine ces catastrophes qui sont en train de se multiplier, catastrophes climatiques qui sont en train de se multiplier avec des catastrophes, effondrement de biodiversité, arrivée de nouveaux virus, etc., on peut imaginer une sorte de grande claque de la nature qui définitivement disent: voilà, j'ai inventé une espèce formidable à laquelle j'ai donné l'intelligence, à laquelle j'ai donné la capacité de créer, en effet, la musique de Mozart, la peinture de Raphaël ou de Van Gogh. Cette espèce à qui j'ai donné toutes les armes pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle puisse créer, ce qui est une de ses qualité. Elle est capable de créer, et beaucoup d'autres espèces ne créent pas, elles reproduisent, ou elles font ce que leur instinct leur dit de faire. Eh bien, cette espèce-là, finalement, au bout du compte, sa capacité de destruction est supérieure à son intérêt. Et moi, Terre, qui ai créé la vie, je décide que c'est assez. Quid de Lovelock, l'hypothèse Gaïa? Justement, l'hypothèse Gaïa peut très bien convenir à l'explication de l'élimination de l'humanité. L'hypothèse Gaïa, en effet, je résume, c'est une hypothèse qui est scientifiquement
parfois un peu bancal, parfois très discutable, mais enfin qui permet quand même de se faire une représentation assez parlante de la réalité. James Lovelock est un naturaliste, biologiste, écologiste, etc., anglais, qui a travaillé avec la NASA, donc c'est pas du tout un plaisantin sur les questions de la science, qui a imaginé que la Terre était une autre planète, donc était une sorte de super-organisme qui s'autorégulait en faisant intervenir dans son autorégulation, c'est-à-dire maintenir une température superficielle constante, maintenir un certain nombre d'espèces à la surface de la Terre, s'autorégulait en jouant avec ces différentes espèces. Et la Terre est capable de créer des espèces, elle est capable d'en faire mourir, elle en a créé beaucoup, elle en a fait mourir beaucoup, et donc notre espèce à nous n'est jamais qu'une parmi ces nombreuses espèces que la Terre, ce super-organisme, est capable de créer pour maintenir son équilibre à elle. Et si une de ces espèces, en l'occurrence la nôtre, eh bien, se révèle être une espèce qui va déséquilibrer de façon dramatique la Terre, eh bien, on peut imaginer, c'est l'hypothèse de Gaïa, que dans certaines circonstances, la planète décide de l'éliminer, comme nous pouvons décider, par exemple, de nous amputer ou de nous faire amputer d'un doigt si on a Mais alors, une affection. Nous sommes des salauds? Nous serions des salauds? Alors ça, c'est... Au sens sartrien. Hein. Voilà, mais là, c'est un autre grand chapitre de ce livre, même plusieurs chapitres de ce livre. Là, mon premier boulot, c'est philosophe. Hein. J'ai toujours été philosophe, j'ai toujours réfléchi à la biologie, j'ai toujours fait des voyages à travers le monde en philosophe. Et j'ai réfléchi en effet à la question du bien et du mal. On est toujours en train de se demander si l'homme est-il bon, l'homme est-il mauvais. C'est les fameuses questions qu'on posait à Jean-Jacques Rousseau et qu'on pose à tous les philosophes d'ailleurs. Est-ce que l'homme est un salaud, en effet, au sens sartrien, c'est-à-dire qu'il fait le mal en sachant qu'il le fait, en étant conscient de le faire. Là, pour répondre à la question, j'ai été chercher à la fois dans la philosophie, mais aussi, comme mon deuxième boulot, c'est d'être biologiste et scientifique, j'ai été chercher dans ce que je peux connaître du comportement des animaux, c'est-à-dire de l'éthologie, la science des comportements. Et là, j'ai creusé la question, et c'est pour ça que l'espèce humaine m'inquiète beaucoup. C'est qu'en effet, si elle a des côtés positifs, c'est-à-dire son intelligence, sa créativité, sa capacité à avoir de la conscience, savoir que les autres existent, savoir qu'elle existe, et elle a une histoire, elle a un futur, en même temps, elle développe ces capacités-là de connaissance et de projet sur un terreau qui est un terreau purement animal. Et beaucoup de philosophes, esprits religieux ou non religieux d'ailleurs, font comme si cette composante animale de l'homme n'existait pas. Font comme si l'homme était une espèce radicalement différente de toutes les autres, qu'il n'est pas ce fond d'animalité. Mais ce fond d'animalité, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, de façon très objective, il existe. Et nous sommes une espèce qui, comme toutes les espèces animales, avons de grandes pulsions qui nous meuvent dans tous les moments où il y a des crises, dans tous les moments de la vie, mais encore plus dans les moments où il y a des crises. Et ces pulsions, j'en ai relevé 3 principales. Il faut bien être conscient qu'on est animé par ces pulsions-là si on veut trouver un jour une solution, si on veut trouver un jour un avenir à notre espèce. Ces pulsions, c'est les suivantes. La première, c'est la pulsion de la reproduction, la pulsion du sexe. On a envie de se reproduire. Et nous autres, les hommes, nous nous reproduisons avec une vitesse particulièrement incroyable. Nous étions 10 millions d'êtres humains d'Homo sapiens. On s'est donné en plus ce nom, Homme sage, et même scientifiquement Homo sapiens sapiens, 2 fois sage. Enfin, bon, on est tous sauf ça. Mais on était 10 millions à peu près au moment de Cro-Magnon. Dans ce temps-là, sur le territoire actuel de la France, il y avait 5000 habitants. Hein. On a inventé l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire qu'on a domestiqué les plantes et les animaux, on a pris leur énergie et on s'est retrouvé à 100 millions. Après, on a augmenté assez lentement notre population, mais enfin, on a été 1 milliard sous Napoléon.
Quand je suis né, moi, en 1945, on était entre 3 et 4 milliards. Si je meurs à l'âge normal, dans notre espérance de vie occidentale de 80 ans en 2025, on sera 8 milliards et on sera 10 milliards en 2050. Mais vous y allez fort, Yves Pacallet, vous dites la Terre n'est qu'une orgie. Oui, alors on est une grande orgie parce que si je considère ma seule petite et modeste existence, 1945-2025, ça fait 80 ans, et dans ce laps de temps seulement, on est passé sur la Terre, nous les êtres humains, la population humaine, de 4 milliards, même un peu moins de 4 milliards, à 8 milliards. On l'a plus que doublé dans le cours de ma petite modeste existence. Alors, oui, mais si c'est pas ça une orgie... Avec votre épouse, vous en avez fait 4 quand même. Oui, alors j'ai beaucoup hésité. Carrément aux jumeaux. Enfin, on a fait des jumeaux. Voilà, c'est pour ça que ça a été vite. Sans ça, on n'aurait peut-être pas fait 4 non plus. Mais bon, on est soumis aux lois de la biologie et on obéit. Et donc, on est une espèce qui, en effet, est une espèce lapinique, lapinesque, enfin ce qu'on veut. On se reproduit beaucoup plus vite que n'importe quel autre mammifère, pas aussi vite que les insectes, mais quand même, on se reproduit très très vite. Alors, donc, la première pulsion fait qu'on est de plus en plus nombreux, cette pulsion de la reproduction du sexe. Elle est très forte, très puissante, et on la voit à tous les niveaux qui ensuite se colorent culturellement avec des interdits de toutes sortes, des obligations de toutes sortes selon les religions, les cultures. Bon. La deuxième grande pulsion qui nous anime, et la troisième grande pulsion qui nous anime, j'ai dit, là encore par provocation, qu'elle faisait de nous tous des nazis. L'une, c'est la pulsion du territoire. C'est des pulsions animales. Les animaux ont les mêmes que nous. Je reviendrai sur ce chapitre, oui. Qui ressemble un peu au titre d'une chanson d'Eddie Mitchell. Hein. Nous avons en nous quelque chose un peu... Oui, c'est vachement provocateur. J'ai pris la rime. Oui, et vous êtes descendu en flamme sur plusieurs sites internet. Oui, mais j'en ai beaucoup qui sont. Vous vous expliquerez. C'est normal. C'est normal d'être attaqué quand on essaye de dire les choses qu'on pense profondément. Ça, surtout celle-là qui titille le fond même de la moralité et de la bien-pensance et du politiquement correct. Et ça, c'est très très dur à admettre. Donc ça, c'est la deuxième règle. Alors, et la troisième. La deuxième pulsion, c'est cette pulsion du territoire. Comme tous les animaux, nous avons besoin d'un territoire où nous nous sentons en sécurité, où nous avons nos approvisionnements, où nous avons notre logement. Et ce territoire, nous le défendons bec et ongle. Et ça prend des formes extrêmement variées. Alors c'est sa propriété, sa maison, sa voiture, mais pour une entreprise, c'est son extension, son chiffre d'affaires, etc. Et nous sommes des défenseurs de notre territoire acharnés. Et pourquoi est-ce que c'est nazi ? Parce que chez Hitler, ça s'appelle